Avant le déodorant, la plomberie, ou même l'idée que se laver pouvait être une bonne chose, les reines empestaient. Et on ne parle pas d'un petit parfum de transpiration. On parle de dents pourries, de sueur accumulée pendant des mois, et assez de parfum pour asphyxier un cheval. Alors, allumez une bougie, retenez votre souffle, et découvrons ensemble le classement des 4 reines de l'histoire qui sentaient si mauvais que même leur parfum a abdiqué. Et si je vous disais que l'une des reines les plus puissantes de l'histoire européenne, une femme qui a unifié l'Espagne, écrasé des royaumes et contribué à lancer l'ère des grandes explorations, aurait peut-être apporté maladie puanteur et chaos dans sa propre cour royale parce qu'elle refusait de changer de sous-vêtements? Oui, vous avez bien entendu. Isabelle I de Castille, la reine catholique, aurait fait un vœu si répugnant, si putride, que même ses propres servantes tiraient au sort pour éviter d'être près d'elle. Pendant près d'une décennie, Isabelle n'a pas changé ses sous-vêtements. Pas une seule fois. Ni en guerre, ni par grande chaleur, ni en période d'épidémie, ni lors de cérémonies royales. On dit qu'Isabelle ne s'est baignée que 2 fois dans toute sa vie. La première, c'était à sa naissance. Évidemment, elle n'avait pas son mot à dire. La seconde, juste avant son mariage, très probablement contre sa volonté. Après cela, la crasse est pratiquement devenue partie intégrante de sa garde-robe royale. Tout commence pendant le dernier chapitre de la guerre sainte espagnole, la Reconquista, une campagne séculaire pour chasser les souverains musulmans de la péninsule ibérique. Dans les années 1480, il ne restait qu'un seul bastion, Grenade, le joyau étincelant de l'Espagne islamique. Et Isabelle, remplie de ferveur religieuse et d'ambition, a juré devant Dieu et la cour qu'elle ne changerait pas ses sous-vêtements de lin avant la chute de la ville. Mettons cela en perspective. Ce n'était pas 10 jours, ni 10 semaines, 10 ans. Un vœu qui a transformé l'hygiène personnelle en champ de bataille sacré. Selon la légende, elle voulait que sa souffrance corporelle reflète la lutte spirituelle de l'Espagne, et elle a donc embrassé la saleté comme si c'était un sacrement. Les récits, probablement exagérés mais largement crus dans les siècles suivants, décrivent un miasme de décomposition suivant Isabelle partout où elle allait. Sa tente devait apparemment être placée sous le vent par rapport au reste du campement. Ses vêtements devenaient si infects que les domestiques craignaient pour leur santé. Même les médecins de la cour auraient supplié qu'on lève ce vœu, inquiets que son odeur sainte puisse déclencher une épidémie de peste. Certains disaient que ses sous-vêtements étaient si saturés de sueur, de crasse et de bactéries qu'ils devenaient raides et jaunâtres, pourrissant littéralement de l'intérieur vers l'extérieur. Après la chute de Grenade en 1492, les vêtements légendaires n'ont pas été lavés, ni conservés, mais brûlés, soi-disant parce qu'ils représentaient un danger biologique pour la cour royale. Une version de l'histoire prétend même que ces sous-vêtements ont d'abord été exposés comme une relique de sa dévotion, avant que quelqu'un ne réalise que l'odeur pourrait tuer des gens. Certaines histoires racontent que la reine dégageait une puanteur de poisson pourri, laissée au soleil sur un marché immonde. Mais la vraie question est encore pire. Si elle ne s'est jamais lavée là-dessous, à quoi ressemblait l'odeur sous toutes ces robes somptueuses? Isabelle a vécu, respiré, et même senti comme la guerre sainte. Elle a régné avec un mélange suffocant de ferveur religieuse et de cruauté politique. Marie-Antoinette se baignait, mais rarement, et quand elle le faisait, c'était un événement. Sa baignoire n'était pas privée. Elle se trouvait dans une pièce remplie de spectateurs, dames de compagnie, serviteurs, nobles, tous là pour la regarder se baigner. La reine n'avait pas le droit d'être seule, même nue. Elle entrait dans une baignoire en cuivre tapissée de lin, remplie d'eau tiède parfumée à la fleur d'oranger ou aux herbes. Mais ces bains n'étaient pas quotidiens. Ils avaient lieu une fois toutes les quelques semaines, et souvent juste pour l'apparence ou pour des raisons médicales. La plupart du temps, elle utilisait des tissus trempés dans l'alcool ou le vinaigre pour frotter son corps au lieu d'eau. Ces fameuses coiffures vertigineuses, elles étaient construites sur la saleté. Son coiffeur collait de la graisse animale et des fleurs dans ses cheveux pour créer des formes folles, parfois même avec de petits bateaux miniatures ou des jardins posés sur sa tête. Mais voici la partie horrifiante.
elle ne lavait pas ses cheveux pendant des semaines. Ils devenaient souvent infestés de poux, et on savait que des rats grimpaient dans les cheveux des femmes endormies à Versailles. Les menstruations de la reine étaient une affaire publique. La cour tenait des registres détaillés de son cycle menstruel parce qu'ils étaient désespérés qu'elle produise un héritier. Tout le monde, des domestiques aux ambassadeurs, savait quand elle saignait. Mais comment gérait-elle ces règles? Il n'y avait pas de serviettes ou de tampons comme nous les connaissons. Marie-Antoinette utilisait plutôt des chiffons de tissu faits maison qu'elle glissait dans ses sous-vêtements de lin ou laissait reposer entre ses jambes. Ces tissus étaient lavés et réutilisés, souvent pas très bien. L'odeur, désagréable. Et comme il n'y avait pas d'eau courante, ses mains et son corps restaient probablement sales pendant ces jours de saignement. Et rappelez-vous, ses vêtements étaient serrés, superposés, et faits de soie lourde et de brocart. Cela signifiait que les taches de sang, les infections et les irritations étaient courantes, mais jamais évoquées publiquement. Malgré le luxe qui l'entourait, Marie-Antoinette vivait à une époque où la saleté était cachée derrière la dentelle et le luxe. Le palais royal de Versailles sentait affreusement mauvais. Les pots de chambre débordaient. Les toilettes étaient rares, et les nobles se soulageaient souvent dans les couloirs ou les escaliers. Le parfum n'était pas juste un luxe. Il servait à couvrir la puanteur. Même les magnifiques robes de Marie-Antoinette n'étaient pas souvent lavées. Elles étaient trop délicates. Au lieu de cela, elle changeait de vêtements constamment, non pas parce qu'ils étaient sales, mais parce que c'était ainsi que la noblesse prétendait rester propre. La reine Élisabeth IR a régné sur un âge d'or de poésie, de pouvoir et de faste. Mais sous les portraits lumineux et les discours majestueux, se cachait une femme vivant dans un monde de pourriture, de guenilles et de poison. Sa cour scintillait de perles et de soieries. Mais son corps, c'était une toute autre histoire. À l'époque d'Élisabeth, l'eau était crainte, pas aimée. Les médecins avertissaient que se baigner pouvait ouvrir la peau et laisser les maladies s'infiltrer à l'intérieur. Alors, les gens évitaient de se laver le corps entier comme la peste, littéralement. Même la royauté suivait des règles strictes contre l'excès de propreté. Les manuels d'étiquette d'Élisabeth recommandaient de ne laver que les mains et le visage, et même cela se faisait seulement de temps en temps. Sa version de la propreté se résumait au linge et au parfum. La croyance était simple et étrange. Une chemise propre garde le corps propre. Élisabeth changeait ses sous-vêtements fréquemment, parfois même quotidiennement. Selon les standards du XVIe siècle, cela faisait d'elle une fanatique de l'hygiène. Mais changer de vêtements n'était pas la même chose que laver son corps. Quand Élisabeth choisissait de se baigner, peut-être une fois par mois ou moins, cela devenait un événement sacré. Une énorme baignoire en cuivre était traînée dans le palais. Les serviteurs faisaient bouillir de l'eau sur les flammes et la versaient dedans. Le bain de la reine était parfumé avec des herbes, des fleurs et des huiles, non seulement pour la beauté, mais pour éloigner les vapeurs maléfiques. Elle ne se frottait pas. Elle ne restait pas longtemps à tremper. Elle s'asseyait simplement comme une statue, pendant que ces dames essuyaient délicatement sa peau avec des tissus trempés dans du vinaigre ou de l'eau de rose. Pas d'intimité, pas de savon, pas de vrai nettoyage. L'hygiène menstruelle d'Élisabeth était aussi rudimentaire que l'époque qu'elle gouvernait. Il n'y avait pas de serviettes, pas de tampons, et certainement pas de soulagement pour la douleur. Elle utilisait plutôt des clous, des chiffons épais qui étaient pliés, coincés entre les jambes, et parfois maintenus en place avec une ceinture. Ces chiffons étaient lavés et réutilisés, souvent encore tachés ou humides. La reine saignait probablement dans des couches de lin cachées sous des corsets serrés et des robes élaborées. Elle n'avait pas d'eau courante pour se laver, et parler publiquement des menstruations était tabou. Pourtant, ces dames de compagnie connaissaient chaque détail. Les fuites, les odeurs et les infections étaient courantes, mais personne n'osait dire un mot. Et alors qu'on attendait d'elle qu'elle gouverne un empire, elle devait le faire tout en saignant secrètement à travers des couches de tissu et de douleur, emprisonnée dans des baleines métalliques et de la soie. Catherine de Médicis n'était pas juste la reine mère de France. C'était une manipulatrice hors pair, une marionnettiste politique, et la première tyran obsédée par le parfum d'Europe.
Mais derrière ses robes ornées de joyaux et ses intrigues de cour mortelle, Catherine portait une terreur secrète. Elle était absolument horrifiée par l'eau. Pas seulement l'eau sale, toute l'eau. Elle croyait que se baigner ouvrait les pores de la peau et permettait aux maladies mortelles de s'infiltrer, alors elle évitait de laver son corps. Sa solution? Le parfum, des litres, des seaux entiers, des nuages qui étouffaient l'air autour d'elle. Catherine ne portait pas simplement du parfum, elle l'utilisait comme une arme. Elle a fait des gants parfumés une mode, les trempant dans des huiles si fortes qu'elles pouvaient assommer les narines. Ces gants n'étaient pas faits pour sentir bon. Ils servaient à cacher l'insupportable. La puanteur de la sueur imprégnée dans des sous-vêtements portés pendant des jours. La crasse graisseuse accumulée sur une peau qui n'avait pas vu d'eau depuis des semaines. L'odeur de pourriture du cuir chevelu caché sous des perruques poudrées et de lourds couvre-chefs. Catherine ne se nettoyait pas. Elle déguisait, et elle déguisait de façon magistrale. La cour royale puait la maladie, la décomposition corporelle, des siècles de mauvaise hygiène. La noblesse ne se baignait pas, elle ne se brossait pas les dents, elle ne se récurait pas. Leur haleine empestait les dents pourries et les gencives infectées. Leur peau, jamais lavée, suppurait sous des couches de peinture au plomb et d'huile. Leurs vêtements étaient tachés de fluide corporel, à peine aérés, jamais vraiment nettoyés. Et Catherine, elle était entourée de tout ça. Alors elle s'aspergeait d'eau de rose, d'ambre gris, de musc, de civette, et de tous les autres parfums capables de dominer la pourriture. Elle n'a pas simplement survécu dans ce monde. Elle l'a transformé en empire du parfum. Catherine a transformé la fragrance de luxe en nécessité. La cour a suivi son exemple, non pas parce que c'était à la mode, mais parce que c'était la seule façon de survivre à l'odeur des gens les plus puissants de la civilisation, en train de pourrir en temps réel. Auriez-vous survécu ne serait-ce qu'une journée à cette époque, sans savon, sans douche, avec rien d'autre que des chiffons de vinaigre et un gant parfumé? Dites-nous ce qui vous a le plus choqué.